Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le Bénin accueille le deuxième forum des collectivités locales du 27 au 28 février prochain. L'annonce a été faite dans la matinée de ce mardi 25 février 2020 à la faveur d'une conférence de presse conjointe organisée par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique CGLU Afrique. Le compte rendu dans ce 19h. Conformément aux textes qui régissent le fonctionnement du Conseil économique et social, le CES a ouvert sa première session ordinaire de l'année 2020 ce jour, une session ordinaire qui intervient dans un contexte national marqué par l'organisation des élections communales et locales du 17 mai prochain. La réforme du code électoral, la loi sur le financement public des partis politiques, la loi portant statut de l'opposition et la révision de la Constitution, toutes ces réformes sont dans la droite ligne de l'esprit qui a conduit à la conférence nationale, rassure le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Son argumentaire à cet effet est à découvrir dans ce journal télévisé. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Comme je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Bénin accueille le deuxième forum des collectivités locales du 17 au 28 février prochain. L'annonce a été faite dans la matinée de ce mardi 25 février 2020 à la faveur d'une conférence de presse conjointe organisée par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique CGLU Afrique à l'hôtel Sunbeach de Cotonou. ESAE TV y était et voici le compte rendu signé Karl Kitomé. L'ANCB organise donc avec ses partenaires du 27 au 28 février 2020 le deuxième forum des collectivités locales africaines, PRICOP 2026. Le thème retenu est la territorialisation en tant que levier pour accélérer la mise en œuvre des contributions déterminées nationales CDN en Afrique. L'apport des associations des pouvoirs locaux africains dans la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique. De plus en plus, on parle du changement climatique et nous sommes rendus à l'évidence. Et heureusement aujourd'hui que tous les partenaires le savent, il n'y a pas de solution à cela qui ne passe par les territoires, qui ne passe par les collectivités territoriales. Et nous sommes heureux aujourd'hui que ce qui a été dit pendant des années devienne aujourd'hui une réalité. Aujourd'hui, tout le monde s'est réalisé à l'évidence et les collectivités territoriales sont soutenues pour que ce fléau qui constitue. Ainsi, le Bénin, après 2016, abrite une seconde fois la PRICOP 26. Ce choix se justifie par l'adhésion des communes du Bénin à la lutte contre le changement climatique. Le choix a été automatiquement au niveau du Bénin. Pourquoi le Bénin? Parce qu'il est très actif sur le plan de la Convention des maires déjà, parce qu'il a beaucoup travaillé. Et nous avons également un leadership, parce qu'au nom de Monsieur le Président. Parce que pour donner un exemple et pour lancer un signal, il faut déjà les ingrédients pour ça, il faut également le leadership. Et le Bénin, il constitue quand même un bon exemple pour justement être partagé au niveau des différents pays. Et c'est pour cela, cet événement, nous avons appelé les présidents des associations pour justement s'inspirer de la dynamique déjà enclenchée au niveau de Bénin à travers l'ANCB, pour que justement cette dynamique au niveau des collectivités locales ne soit pas uniquement au niveau du Bénin, mais partagée au niveau des autres pays, pour que l'Afrique puisse parler selon deux voix. Parce que jusqu'à présent, nous avons une seule voix qui est le national, mais les collectivités locales, actuellement, ils commencent à avoir cette voix pour que justement cette dimension bidimensionnelle au niveau de la lutte contre le changement climatique soit insérée. Le président de l'ANCB rappelle l'expérience béninoise en la matière. L'adoption à la COP22 en 2016 du cadre de partenariat, c'était à Marrakech, a consolidé et institutionnalisé le rôle de premier plan des collectivités locales dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est l'accord où les collectivités ont pris une part très active.
Le Bénin a joué un rôle de plaidoyer important dans l'adoption de cet accord en organisant en septembre 2016 le Forum des collectivités locales africaines, PRICOP 22. Au cours de son adresse à la presse, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo, a rappelé les enjeux de cette rencontre de Cotonou. Il est au micro de Karl Kitome. L'année 2020 sera cruciale pour l'avenir de l'accord de Paris et met déjà à l'épreuve la démarche et le cadre opérationnel que chaque pays aura mis en place pour relever les défis de l'ambition de l'accélération de mise en œuvre effective des CDN sur le terrain. En effet, les parties à la CCN-UCC devront présenter leur nouveau engagement, c'est-à-dire leur contribution déterminée pour limiter le réchauffement climatique en amont de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre prochain. Dans cette perspective, l'urgence climatique annoncée par le secrétaire général des Nations Unies en septembre 2019 lors du sommet climat appelle à une grande créativité dans la démarche de mobiliser les acteurs clés, en particulier les collectivités locales, et à soutenir l'effort collectif pour combler les cas signalés dans le dernier rapport spécial du GIEC par rapport aux objectifs d'adaptation et d'atténuation formulés par l'accord de Paris. C'est donc pour cela que on n'a plus le temps. Nous sommes obligés de mettre les pieds sur l'accélérateur parce que 2020 pour nous est une année cruciale. Il faut que de plus en plus, aussi bien les États que les collectivités territoriales, au-delà de l'engagement, apportent la preuve de ce que droit nous avançons. Il y a des actes forts qui doivent matérialiser ce que nous voulons faire. Deux actes donc. Il y a la signature d'adhésion des maires des communes à l'initiative de la COMESA. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les communes béninoises puissent adhérer à l'initiative. Je suis heureux d'annoncer que au jour d'aujourd'hui, nous avons une bonne soixantaine de communes qui ont délibéré. Là, c'est le lieu de féliciter les maires, de féliciter les conseillers communaux. Nous leur avons envoyé un courrier, nous leur avons dit l'importance de ce qu'il y a à faire. Et ils se sont pliés pour que nous puissions avoir des délibérations. Et nous sommes heureux de constater que depuis la réunion que nous avons eue à Grand Popo, où tous les maires étaient présents, où des communications ont été faites par rapport à ce à quoi nous nous exposons, il s'agit du changement climatique. Je crois qu'une conscience collective se constate et les délibérations que nous avons reçues à l'NCP apportent la preuve de ce que les maires sont très bien conscients que les collectivités territoriales ont un rôle, un très grand rôle à jouer. Conformément aux tests qui régissent le fonctionnement du Conseil économique et social CES, notamment la loi organique numéro 92-010 du 16 juillet 1992, le Conseil s'est retrouvé aujourd'hui 25 février 2020 pour sa première session ordinaire. Cette première session ordinaire de l'année 2020 intervient dans un contexte national marqué par les préparatifs de l'organisation des élections communales et locales du 17 mai prochain. Investi de la mission de contribuer au renforcement du capital économique, social et humain du Bénin, le Conseil économique et social propose au gouvernement et à l'Assemblée nationale le fruit de ses réflexions en rapport avec les grandes préoccupations de l'État. Je vous invite à suivre le président de l'institution, Augustin Tabé-Guion, au micro de Cynthia Astrid Tossavi, Jefté Hungé et Jacques Maouillon d'Almeida. Chers collègues, cette première session ordinaire de l'année 2020 intervient dans un contexte national marqué par les préparatifs de l'organisation des élections communales dans notre pays. Qu'il vous souvienne qu'il y a 5 ans, dans la même période où je lançais les travaux de la première session ordinaire, j'avais déploré la montée des tensions due à l'organisation
des législatives et des communales. Je m'étais fait le devoir de lancer à diverses occasions un appel au calme. Aujourd'hui, force est de constater que le contexte a évolué. Les efforts conjugués du gouvernement et de l'Assemblée nationale ayant conduit à la simplification et à l'allègement de certaines procédures ont été de nature à conduire les acteurs politiques à s'accorder sur l'essentiel, ce qui offre les perspectives d'élections apaisées. En tout état de cause, le Conseil économique et social, en tant qu'institution de la République, soucieuse du développement économique et social du Bénin, a le devoir sacré d'accompagner activement les acteurs politiques dans l'organisation pacifique des dites élections. Et c'est pourquoi je voudrais inviter chacun de nous à ne ménager aucun effort pour contribuer au déroulement sans heurts du processus électoral. Chers collègues, investir de la mission de contribuer au renforcement du capital économique, social et humain de notre pays, le Conseil économique et social propose au gouvernement et au bureau de l'Assemblée nationale le fruit de ces réflexions en rapport, bien sûr, avec les grandes préoccupations de l'État. En effet, faut-il le rappeler, notre institution a jugé plus productif de mener des études qui cadrent parfaitement avec les grands défis socio-économiques qui se proposent de relever les pouvoirs publics. Les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2020 s'inscrivent sans aucun doute dans cette dynamique. Comment appréhender la problématique de l'économie bleue au Bénin? Comment parvenir à la modernisation de la gestion des déchets solides ménagers au Bénin? Quelle est la véritable contribution de la chefferie traditionnelle au développement de notre pays? Telles sont les réflexions qui seront menées au cours de cette session. Et comme vous pouvez le constater, ces sujets sont de grandes préoccupations nationales, puisque faisant partie intégrante soit du programme d'action du gouvernement PAG, soit de réformes constitutionnelles. Toujours au Conseil économique et social, dans le cadre de la cérémonie solennelle consacrée à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2020, le président du CES, dans son discours d'ouverture, a rappelé à ses collègues conseillers les tâches qui seraient les leurs au cours de cette session ordinaire de l'année 2020. Je vous invite à suivre à nouveau le président de l'institution, Augustin Tabegbian, au micro de nos reporters. C'est le lieu, chers collègues, de nous inviter à sortir des sentiers battus pour proposer des recommandations et de bonnes factures au chef de l'État et au bureau de l'Assemblée nationale. Dans la foulée, nous allons choisir de nouveaux sujets d'autosaisine aux fins de réflexion approfondie et de propositions adaptées aux réalités vécues par nos concitoyens. Chers collègues, la présente session ordinaire est aussi l'occasion, comme l'exigent nos tests, de faire le bilan des activités de l'année écoulée afin d'évaluer le chemin parcouru, de toucher du doigt les difficultés éprouvées dans les perspectives d'améliorer nos approches pour plus d'efficacité et d'efficience dans l'accomplissement de notre mission constitutionnelle. Ainsi, j'aurai la responsabilité de vous présenter, aux fins d'examen et d'adoption, mon rapport d'activité au titre de l'année 2019. Bien qu'il soit un rapport annuel
Ce rapport a la particularité de retracer la trame des activités qui chevauchent 2 mandatures, la 5e qui a pris fin en juillet et celle qui commence la 6e qui en a pris le relais. Je voudrais alors souhaiter que nous ne perdions pas de vue cet aspect dans l'examen de ce rapport d'activité. Pour finir, chers collègues, nous aurons à adopter le procès-verbal de la première session extraordinaire de l'année 2020. Le programme de cette session est sans doute chargé, mais j'ai la pleine conviction que nous ferons montre, comme à l'accoutumée, de disponibilité et d'assiduité pour atteindre, bien sûr, nos objectifs. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert ce mardi 25 février les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2020. Je souhaite plein succès à nos travaux. Vive le Conseil économique et social. Je vous remercie. Le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement Alain Orunla, était face aux professionnels des médias le vendredi 21 février 2020 dans le cadre du rendez-vous mensuel Le gouvernement face à la presse. Dans ce 2e numéro, le ministre porte-parole du gouvernement a axé son intervention autour de la célébration du 30e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Alain Orunla a fait le bilan de 26 années d'expérimentation des acquis issus de la conférence nationale, c'est-à-dire de 1990 à 2016, tout en exposant la nécessité des réformes. La réforme du code électoral, la loi sur le financement public des partis politiques, la loi portant statut de l'opposition et la révision de la Constitution. Toutes ces réformes sont dans la droite ligne de l'esprit qui a conduit à la conférence nationale et contenu dans le pilier 1 du programme d'action du gouvernement qui est consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Je vous invite à suivre Alain Orunla, ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement. Si le système politique, c'est d'abord le système partisan, puisque l'esprit de la conférence qui a proclamé un multipartisme a fait, et cela s'est retrouvé dans la Constitution du 11 décembre 1990, des partis politiques, les acteurs, les animateurs de notre vie politique. Pour décider dans ce pays, il faut se constituer en parti. Et comment pouvons-nous décider avec des micro-partis, des partis qui émiettent le vote des électeurs? Il faut apporter une correction, une amélioration. C'est ça le sens de la réforme du système partisan, qui ne réduit pas les formations politiques, qui ne détruit pas le tissu partisan, mais qui le rationalise. Parce que dans ces différentes réformes, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Merci. Lorsqu'on met un peu plus de rigueur dans la création des partis, on n'interdit pas les partis. Aucune réforme n'a eu pour objet ou objectif de dire qu'il n'y aura plus qu'un ou 2 partis au Bénin. L'on met des critères qui permettent à ces formations politiques de devenir de vrais partis représentatifs de l'opinion des Béninois. Donc, ce qui a été apporté et qui a servi de ferment à la réforme du système partisan, c'est de faire en sorte qu'un parti politique appelé à animer la vie politique puisse être connu dans toutes les régions, dans toutes les communes, dans tous les départements de notre pays. Je ne crois pas que ce soit une exigence antidémocratique. Si dans d'autres pays, cela s'est fait spontanément ou au fil du temps, dans notre pays où il n'y a pas beaucoup de volonté, il faut des aiguillons pour amener les gens et les acteurs politiques à un peu plus de responsabilité. C'est ça, cette petite rigueur supplémentaire qui est le levier de la réforme du système partisan afin que nous ayons
des partis représentatifs et représentés sur toute l'étendue du territoire béninois. Ce n'est pas contre la démocratie, au contraire, c'est ça la démocratie, c'est ça l'enracinement de la démocratie, puisqu'il n'est pas interdit aux Béninois de se regrouper et il n'y a pas un numerus clausus pour les partis, même si l'objectif que le président de la République envisage et qui est déjà expérimenté dans d'autres pays, c'est de parvenir à des grands regroupements au sein desquels le débat politique puisse s'animer, et nous n'avons pas forcément besoin d'un parti par famille ou par quartier pour arriver à l'exercice de cette liberté qui est affirmée, qui est maintenue et qui est consacrée. C'est dans le même sens que nous sommes allés à une réforme du code électoral afin de le moderniser. Nous avions un code électoral qui a toujours été critiqué, dont la révision a toujours été tentée. On a un code électoral qui donnait des résultats toujours critiqués, toujours controversés, parce qu'on n'arrivait pas à tracer la crédibilité et la transparence des élections. Le code électoral, issu des réformes du président, initié par le président Talon, est un code électoral moderne qui a posé des principes et des critères de crédibilité et de transparence. Des principes et des critères dont il n'est même pas l'inventeur, puisque nous avons des formations politiques comme le PRD par exemple, qui ont été les premières à appeler ces réformes et à rendre un peu plus crédibles les critères d'attribution de sièges. Je veux parler des fameux 10%. Donc, ce n'est pas une invention du président Talon, mais c'est une synthèse. Ça veut dire que le président Talon est non seulement observateur, mais attentif à ce que veulent les formations politiques. Et il n'y a pas beaucoup de formations politiques sérieuses qui aient mis en doute cette réforme du code électoral, si ce n'est parce que ces formations politiques craignent de ne pas pouvoir satisfaire à ces exigences et commencent dans une dialectique politicienne à détricoter cette réforme qui est salvatrice pour les populations, parce que n'oubliez pas que l'objectif, c'est que les Béninois se sentent mieux. Une loi sur le statut de l'opposition, c'est quand même inédit. Qui dans ce pays, quelle formation dans ce pays, pendant que nous n'avions pas eu cette réforme, quelle formation a revendiqué son appartenance véritable à l'opposition? Aucune, ou alors du bout des lèvres. Parce qu'il n'y a pas un statut de l'opposition digne de ce nom. Religion à présent, le Mardi Gras est une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras, autrefois appelés jours charnels. Le Mardi Gras est suivi par le mercredi des cendres et le carême, pendant lequel les chrétiens sont invités à manger maigre, traditionnellement en s'abstenant de viande. En 2020, le Mardi Gras a eu lieu ce 25 février. Cette date varie d'année en année car elle est fixée par rapport à la date de Pâques, qui est elle-même une fête mobile. Cette date peut se situer au mois de février ou au début du mois de mars, mais tombe bien entendu toujours un mardi et précède Pâques de 47 jours. Je vous propose de suivre un commentaire relatif aux implications de ce jour important dans la liturgie chrétienne. Cet élément est signé Anita Marcos. Célébré chaque année à la veille du mercredi des cendres et du carême chez les chrétiens, le Mardi Gras est une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras et qui intervient toujours 47 jours avant Pâques. Dans la tradition chrétienne, le Mardi Gras est considéré comme le jour où les fidèles sont invités à manger gras, comme son nom l'indique, en prévision du temps de carême où il est plutôt recommandé de manger maigre, une manière pour les chrétiens de jeûner, de partager et de prier. 3 règles essentielles à observer pendant le carême. Hors de nos frontières, le Mardi Gras est célébré avec faste par le biais de carnaval, riche en couleurs, en musique et en danse. C'est par exemple le cas du Brésil, du Danemark, de la Finlande, de l'Estonie, de la Russie et de la Suisse. Au Bénin, par contre, la tradition du Mardi Gras n'est ni très connue ni aussi répandue qu'ailleurs. Toutefois, il revêt quand même d'une importance significative pour les chrétiens du monde, puisqu'il annonce un temps précieux dans la liturgie chrétienne.
Le panégyrique est une litanie qui permet à un être humain de savoir d'où il vient et ce qu'il doit faire. Tels sont les propos d'Alain Arwangansi, membre de l'organisation non gouvernementale ZDK. Pour lui, le panégyrique peut nous permettre d'éviter beaucoup de choses. Suivons-le au micro de Jacques Maounion d'Almeida. Notre activité transversale et sur laquelle nous allons plus nous attarder et qui nous aide d'une manière ou d'une autre à trouver ce qu'il faut, puisque j'ai rappelé tout à l'heure dans notre vision que nous voulons d'un Bénin prospère mais sur la base de la culture. C'est l'activité Mlami d'Akoté. Mlami d'Akoté qui est le bras droit culturel de notre ONG où nous essayons d'aller à la rencontre de la culture. Mlami d'Akoté, Akoti, ça veut dire panégyrique. Et nous essayons d'en déceler dans le pays tout ce qui existe comme panégyrique dans le pays. Nous sommes toujours en train d'élaborer le répertoire. Et nous nous rendons compte quand on va sur le terrain, parce qu'on va revenir sur la stratégie tout à l'heure, quand on va sur le terrain, on se rend compte que quand on prend un panégyrique du pays, il y a toute une histoire, il y a des interdits, il y a des rituels, il y a la litanie elle-même qui est porteuse d'histoire. C'est-à-dire c'est comme le canal, même le vecteur, où quand on maîtrise un peu l'histoire, on l'utilise mieux pour pouvoir évoluer. Alors là, nous nous rendons compte que ce soit au niveau des familles, des professions, de l'école, même dans les centres de santé, puisque nous agissons aussi dans le domaine de la santé, à tous les niveaux, on a besoin par exemple de maîtriser ou de connaître tout au moins un tout petit peu la litanie d'un élève par exemple, pour l'amener à briller, tout simplement. On a besoin de connaître la litanie de son conjoint pour que peut-être beaucoup de situations qui aujourd'hui sont devant les tribunaux ne soient pas là-bas. Alors nous, on a décidé de travailler dans ce sens et nous allons sur le terrain pour rencontrer les personnes ressources qui détiennent l'histoire qu'il faut. On se rend compte que parfois une famille de Porte-Nouveau et une famille de Didja, ils sont en réalité les mêmes, même si les noms de famille sont différents. Parfois, ils ne nous croient pas et on leur dit quel est ton panégyrique, il le dit et on va là-bas, c'est la même chose, ils disent, parce que l'histoire nous a amené à parcourir toutes ces zones-là. Avant d'aborder un peu plus ce volet qui nous tient un peu plus à cœur, nous essayons souvent de faire une petite déconstruction. Parce qu'il y a des construits sociaux à caractère religieux ou qui prennent des attaches dans l'acculturation, mais qui ne jouent pas en faveur. Vous savez, quand on prend par exemple l'inculturation, ce mot, je le prends suite à la révolution de l'Église. Je vais plutôt parler de l'Église catholique. Et c'est à l'occasion du Concile Vatican II que le pape Jean XXIII a initié, mais qui n'a pas fini, et le pape Paul VI est venu finir. Pour ce qui concerne notre pays, d'abord, l'objectif de ce concile était de réunir tous les évêques du monde entier, de réfléchir par rapport à certaines questions que le monde pose à l'Église sur les défis de la modernité, mais aussi sur la base de la culture de chaque pays. Restons toujours avec Alain Arwangansi pour savoir que tout ce qui se faisait par nos aïeux n'était pas si mauvais, car on prend nos rythmes endogènes qui entre-temps étaient uniquement destinés au couvent et à la sortie des rois pour une possession. Suivons ces explications toujours au micro de Jacques Maounion d'Almeida. Le Meliwendo qui a commencé. Et moi, je suis un peu attentif parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas tout ce qui se faisait par nos aïeux qui ont été balayés du revers de la main. Non, il y a par exemple dans ce rituel que l'Église même organise des expressions telles que Ego, le Avodome, le Awido Adjoko. Tout ça, ce n'est pas enlevé du rituel organisé par l'Église. Ça veut dire que les intentions de nos aïeux n'étaient pas tout à fait ou forcément de mauvaises intentions. Nous devons nous approprier tout ce qui se faisait et savoir maintenant aujourd'hui, peut-être sur la base de notre foi, ce qu'il faut utiliser, parce que parfois on laisse tout d'emblée et puis c'est fini. L'autre chose, quand je prends par exemple les chrétiens catholiques, je vais leur poser une question. Alors, pour vous qui êtes un peu du plateau d'Abomey, quand
vous allez à une messe et c'est la chorale Raé qui anime la messe. Est-ce que c'est de la même manière que vous vivez cette messe par rapport à une autre chorale ou bien la chorale des jeunes? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand vous allez à une messe et il doit y avoir une procession et on chante mais ça c'est le rongan. Ça c'est le rongan. Lorsque au cœur de la messe il doit y avoir un morceau sur Akotebou. Ça c'est Akotebou. Il y a Adja, il y a Wede et autres. Alors ce qui vous anime quand à ce moment on commence ces chansons, ce n'est pas les chants que vous entendez, c'est le rythme qui soutient ces chants-là. C'est le rongan, c'est le Akotebou, ça c'est votre culture. Et si l'église a pu aller négocier, quand on dit Akotebou, ce n'est pas un rythme qui se jouait à l'église ou même pas les profanes, c'est pour des divinités. Alors si l'église a pu comprendre suite à ce concile qu'il faut quand même puiser, qu'il faut prendre certains éléments de notre culture qui n'étaient pas à la base de mauvaises intentions, parce que quand on prend le rongan par exemple, c'est pour la possession de nos rois. Et ça ne se jouait que pour des sorties et pour la possession du roi du palais au lieu de la manifestation. Mais on l'utilise désormais pour faire la possession à l'église. Ça suppose que même ce qui se faisait sans que nos aïeux ne soient chrétiens, tout n'était pas mauvais. On doit pouvoir savoir ce qu'il faut prendre, peut-être sans s'entacher sa foi, mais même tout en étant chrétien ou d'une autre religion, on doit contribuer peut-être à améliorer notre culture, mais pas en restant derrière. Et je vais finir pour cette petite transition dont je parle en parlant de deux choses. La première, je vais donner juste l'exemple de quelqu'un, Jean Plia. Nous savons quel genre de chrétien il a été dans ce pays, mais je vais juste citer deux de ses ouvrages. La fétiche. Vous n'allez pas me dire qu'il a écrit cet ouvrage en restant les bras croisés, en ne cherchant à rien comprendre dans notre culture, parce qu'il a quand même dénoncé quelque chose de fort qu'il faut quand même améliorer. Et je vous invite à découvrir son livre Des ténèbres à la lumière. Je crois que c'est le plus grand livre qu'il nous a laissé pour l'Église, si on peut le dire ainsi. Vous allez vous rendre compte qu'il a dû chercher à comprendre, à découvrir d'abord sa culture, et puis après, il a pu apporter quelque chose. Vous, qu'est-ce que voulez-vous apporter si vous ne cherchez à rien découvrir dans votre culture? Alors, de la même manière, moi je crois que, et aussi, parlant de Jean Plia, pour la première édition de Festival de Dahomey, j'ai été surpris de le voir proférer les incantations du roi Béhanzin. Les incantations, je n'ai pas été la litanie, les incantations du roi Béhanzin. Je voudrais juste nous inviter à découvrir notre culture, à savoir qu'il y a plein de choses dedans qui sont très bonnes et que personne ne viendra nous donner d'une autre manière pour que nous puissions vivre notre foi. De la même manière, la foi qui ne se vit pas dans la culture, ça va toujours laisser quelque chose et on ne pourra pas véritablement en profiter. Chers amis internautes, ainsi se referme cette édition du journal télévisé sur ESAE TV. Merci pour l'attention et agréable soirée à toutes et à tous.